Doamnelor, domnilor, seria de dialoguri premium, marca TVR Cultural, revine de astăzi. Vorbesc fără doar și poate despre emisiunea Ediție Limitată. Sunt Marius Constantinescu, bine v-am regăsit! De astăzi, așadar, avem un nou sezon în care colegii mei și cu mine vom încerca, la fel ca și până acum, să vă aducem în față oameni valoroși, oameni semnificativi, oameni reprezentativi pentru domeniile lor. Fie că vorbim despre literatură, despre arte, despre teatru, despre lifestyle, despre gastronomie, despre medicină și lista este departe de a se încheia. Un început de sezon merita, fără doar și poate, o figură de prim plan, atât a esteticii cât și a literaturii. Autorul unui roman fenomen, tradus și publicat în 60 de țări, jumătate parabolă, jumătate istorie a artei. Romanul se numește Ochii Monei, este tradus și publicat în România de Humanitas Fiction, iar autorul, Tomaș Schlesser, este invitatul meu. Thomas Schlesser, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour la télévision roumaine. C'est un plaisir de parler un peu de votre livre, Les yeux de Mona, mais aussi de la réception de l'histoire de l'art aujourd'hui. Et je prendrai comme point de départ pour notre discussion ce livre pour vous demander si la fiction est-elle une manière, l'une des meilleures manière pour pouvoir introduire les gens à l'histoire de l'art? C'est très probable. Pour moi, c'est toujours difficile de savoir quelle est la bonne manière. Ce qui est vrai, c'est que l'exercice de l'imagination, de manière générale, permet, je crois, de décomplexer un peu ceux qui ne sont pas encore tout à fait initiés, en se rendant compte que l'histoire de l'art, c'est aussi un lieu dans lequel on peut projeter beaucoup de choses. Et évidemment, la fiction, c'est par excellence l'espace de la projection des fantasmes, des rêves, des espérances. Donc, j'espère en tout cas. On tend de plus en plus de remplacer la syntagme histoire de l'art avec la syntagme de l'histoire de l'image ou l'histoire du visuel. Quelle serait la différence? C'est évidemment une différence matérielle. C'est que l'histoire de l'art s'intéresse principalement aux objets artistiques. Ça veut dire que ça ne s'intéresse qu'aux objets artistiques. Mais si on fait une histoire de l'image, par exemple, la dimension technique, matérielle, peut très vite disparaître. Et dans Les yeux de Mona, il y a quand même très fréquemment des allusions, parfois même des descriptions concernant le châssis, le cadre, la toile, c'est-à-dire vraiment cette dimension proprement matérielle de ces objets, qui sont souvent des objets fragiles. D'ailleurs, Les yeux de Mona commencent par une fresque, donc pas un tableau, pour aussi attirer l'attention de ceux qui ne sauraient pas sur l'extrême préciosité de la peinture et de ces objets. Une fresque, ça s'abîme beaucoup, et c'est le cas de celle de Botticelli au Louvre. Est-ce qu'il y a un moment, un tableau, un musée, un personnage que vous considérez comme révélatoire pour votre chemin dans le monde de l'histoire de l'art? Alors, en ce qui me concerne, moi personnellement, le personnage qui a été vraiment, qui a généré chez moi une bascule, ça a été Gustave Courbet. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est un personnage qui, de manière générale, à l'échelle de l'histoire, pas simplement à mon échelle à moi,
est un point de bascule. Parce que Courbet, qui est donc un peintre réaliste français du XIXe siècle, Courbet est vraiment l'incarnation d'une liberté extrêmement vindicative, d'un lien très fort entre peinture et politique, et parce que c'est quelqu'un qui fait voler en éclats les normes esthétiques au nom de sa propre vision. Donc je crois que c'est un personnage vraiment clé, quoi. C'est Courbet aussi le point de départ de votre parcours dans le monde de l'art tout jeune? Oui, c'est-à-dire que, en fait, Courbet, je rencontre l'œuvre de Gustave Courbet, non pas très tard, mais enfin, je ne suis pas enfant, j'ai 18 ans, je vais au musée d'Orsay, un petit peu forcé. Et là, je ne peux pas dire que c'était un coup de foudre amoureux, ce n'était pas du tout ça. J'ai été intéressé, j'ai été intrigué. Il y avait quelque chose qui soulevait ma curiosité. Et par la suite, un peu plus tard, j'ai entamé une thèse de doctorat sur lui. Et évidemment, une thèse de doctorat, eh bien, ça vous conduit à devenir spécialiste de l'artiste. Et ça fait entrer l'artiste dans votre vie, non seulement professionnelle, mais dans votre vie de tous les jours. Donc oui, Gustave Courbet, définitivement, est quelqu'un qui est, je dirais, consubstantiel à mon trajet. Vous avez beaucoup écrit sur l'art, vous avez écrit sur la beauté. C'est quoi, en effet, la beauté quand on entre dans ce dialogue avec l'art? Alors, dès qu'il s'agit de beauté, on ouvre une réflexion tellement complexe et tellement vaste que la tentation que j'ai, c'est d'essayer de réduire à des citations. Donc si vous le permettez, je vais faire ça encore une fois. Je vous en prie. Avec cette citation merveilleuse de Charles Baudelaire, dans laquelle je me reconnais beaucoup. Baudelaire dit « Le beau est toujours bizarre ». Et j'aime bien cette phrase parce qu'au fond, ça déplace en réalité toujours le curseur de la beauté. Puisqu'une bizarrerie d'aujourd'hui ne sera plus une bizarrerie demain. Et donc c'est comme si la beauté était toujours légèrement en décalage avec ce qu'on attend d'elle. Et vous savez, quand on contemple un tableau, une sculpture, on dit souvent « c'est beau ». Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal, mais en tout cas, cette beauté qui devient l'unique rapport avec l'objet d'art semble un peu réductive. Alors là, vous avez tout à fait raison, Marius. C'est exactement le sens des yeux de Mona. C'est de dépasser, d'excéder le cadre purement esthétique, celui du ravissement formel ou symbolique, mais devant le tableau ou la sculpture en tant que simple objet, pour aller sur un chemin qui est plus existentiel, plus philosophique, et donc pour essayer de soulever ce que j'appelle des strates de signification, des sens enfouis, et donc de faire de chaque objet artistique un concentré vraiment de morale non pas au sens de la morale, mais un concentré de pensée. Comment voyez-vous la réception de l'art au temps de la technologie? Je vais peut-être vous étonner, mais j'en suis très heureux. Je sais qu'on peut imaginer, surtout quand on a lu Les yeux de Mona, où il n'est pas vraiment question de technologie, on peut imaginer que je suis quelqu'un qui est un peu conservateur. En réalité, je dois dire que les technologies, qui sont très multiples, ça va de l'audio-guide un peu archaïque au zoom extraordinaire dans l'infiniment petit d'une touche picturale, donc c'est vraiment très, le spectre est large. Je dois dire que je trouve ça très impressionnant, très prometteur, évidemment un peu effrayant, mais je trouve que ça ouvre deux grandes perspectives. Une perspective de création, bien sûr, une perspective de médiation. Ça permettra, je crois, d'élargir les conditions de possibilité d'accès aux œuvres d'art. Donc je suis assez enthousiaste.
Tomaș Leser este scriitor, istoric de artă și profesor, autor al unor importante studii de istorie artei, concentrate mai ales pe secolele al XIX-lea și 20. Romanul Ochii Monei este de fapt povestea relației tandre dintre o fetiță și bunicul ei, relație care are pe parcursul unui an 52 de borne, reprezentând tot atâtea lucrări împărțite între cele 3 muzee principale ale Parisului, Louvre, Orsay și Beaubourg. De la Botticelli la Basquiat, așadar, 52 de repere care punctează o poveste despre memoria privirii, dar și despre nevoia de frumos a fiecăruia dintre noi. Henri, ce grand-père archétypal, disons, accompagne Mona aux 3 musées de Paris. Le musée, dans sa définition, aujourd'hui, subit des transformations parce qu'il est vu une fois comme le réceptacle du grand art du passé, mais en tout cas aussi comme une forme de cimetière qui n'est pas du tout si attachant aux jeunes. Comment voyez-vous cette relation avec les musées aujourd'hui? Vous avez raison. C'est un point assez problématique. Il peut y avoir, je l'entends, une dimension un peu mortifère. Votre expression de cimetière n'est pas fausse, mais c'est un malentendu. Précisément, les musées existent pour que des objets qui pourraient, qui même devraient mourir, survivent. Ce ne sont pas vraiment des cimetières, ce sont plutôt les lieux d'une vie éternelle. Alors vous pourrez me dire qu'un cimetière est aussi un lieu d'une vie éternelle, c'est possible. Écoutez, je pense que d'abord, il ne faut pas dramatiser, les musées continuent d'être fréquentés. Il y en a même beaucoup qui se plaignent qu'ils sont trop fréquentés. Voilà. Donc il ne faut pas dramatiser. L'autre chose, c'est que naturellement, je vois bien que pour faire venir certaines fractions de la société au musée, il faut éviter le côté trop intimidant du musée. Et ça, je le comprends très très bien. Et je pense d'ailleurs que les directeurs de musées, les conservateurs, tout le personnel qui travaille dans les musées en ont conscience et que des avancées ont lieu. Maintenant, je ne voudrais pas laisser penser que le seul salut du musée serait de complètement se désacraliser. Je crois quand même que ce moment un petit peu de stupéfaction, de saisissement, de silence qui nous prend quand nous arrivons dans un musée, c'est pas mal. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de lieux comme ça. On ne peut pas dire que, surtout dans une période qui, il faut relativiser, mais qui est où le rapport au sacré n'est plus exactement le même, c'est pas mal d'avoir des endroits dans lesquels on sent en nous quelque chose qui s'élève, qui nous trouble, qui nous met un peu à distance. Donc, les musées doivent évoluer, c'est certain, mais je pense que tout le monde en a conscience et que je suis plutôt confiant, pour tout vous dire. Quels sont les grands historiens de l'art qui ont mis leur empreinte sur vous? Alors, il y en a plusieurs, pour en citer. Le premier qui me vient en tête, c'est Daniel Arras, que j'ai eu la chance de connaître très peu, puisque il était sur le point de mourir quand je suivais ses séminaires à Paris à l'école des hautes études en sciences sociales. Mais je l'ai rencontré brièvement et puis j'ai suivi ses séminaires. Dans les grands historiens de l'art du passé, je vais vous citer les canoniques, des gens comme Erwin Panofsky, des gens évidemment comme Gombrich, Aby Warburg évidemment. Et puis, parmi les historiens de l'art vivant, parce que c'est important de les citer, l'histoire de l'art est extraordinairement une matière toujours pleine de dynamisme. En France, il y a mon amie Laurence Bertrand d'Orléac, qui est une historienne de l'art extraordinaire. Et puis, je ne peux pas ne pas citer Victor Stoïkita, qui a été là aussi, je ne sais pas comment dire, quand je lis du Stoïkita, c'est un peu comme dans la scène d'Amadeus de Milos Forman. Vous savez, quand le rival de Mozart, Salieri, ouvre la partition et il n'y a pas de musique, mais il fait que ça. Et alors ça me fait ça à chaque fois. C'est pas vrai. Ça donne envie, en fait, Victor Stoïkita donne envie de penser aussi puissamment, librement, intelligemment que lui.
L'art contemporain, à mon avis, reste toujours attirant, reste problématique, fortement émotionnel aussi pour le jeune public. À mon avis, le grand défi, c'est le grand art du passé, les grands maîtres. Comment proposer ces grands maîtres aux jeunes qu'ils puissent connaître leurs valeurs et ne pas opérer avec quelque chose préappris. Moi, je pense que dans ce cas-là, si vous voulez sensibiliser les gens à l'art moderne et contemporain, il faut s'appuyer sur l'art du passé. Si vous voulez sensibiliser des gens à l'art du passé, il faut s'appuyer sur l'art moderne et contemporain. On va prendre un exemple concret. Si vous avez, par exemple, des jeunes gens qui sont très sensibles à ce qu'ils vont trouver dans l'univers de la bande dessinée. Prenons un exemple comme celui-là. Eh bien, vous pouvez tirer le fil au fur et à mesure, par exemple remonter déjà dans les années 60, voir comment un mouvement comme le pop art déjà en était infusé, mais vous pouvez remonter au 19e siècle, en voyant d'abord que c'est le siècle de la naissance de la bande dessinée, que c'est le siècle du coup aussi de la caricature, que la caricature va venir infuser dans certains tableaux, par exemple des tableaux du réalisme qui veulent un petit peu se moquer de la tête des gens. Et puis vous pouvez remonter encore un petit peu plus loin, voir que dans les tableaux de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, vous avez des découpages avec plusieurs personnages qui fait qu'il y a un récit, une narration qui est exactement comme dans une bande dessinée. Et vous allez tirer des fils qui vont permettre d'avoir des grandes perspectives historiques et chronologiques. Donc je crois qu'il faut procéder comme ça prend un petit peu de temps, enfin c'est pas non plus impossible, loin de là. Donc voilà, il suffit de se mettre au travail. Il faut dire comme une chose, il faut aussi la bonne volonté des jeunes gens. Si vous êtes face à des jeunes gens qui n'ont pas envie, il faut leur dire, écoutez, vous n'avez pas envie de faire l'effort, ça vous regarde. Il ne faut pas non plus laisser croire que ça ne demande aucun effort. Là, il y a des implications personnelles qui sont de toute façon impossibles à contourner. Une question que vous avez entendue beaucoup de fois. Quels sont les grands absents du roman, Les yeux de Mona? Alors, vous le savez, Marius, quand on me pose la question, je réponds toujours de manière différente pour essayer, au bout du bout, avec tous les absents que j'aurais cités, de réunir une sorte de panthéon idéal. Et donc aujourd'hui, pour vous, à Bucarest, l'un des grands absents, alors vraiment qui est un absent qui m'est très très cher et qui n'est pas là, c'est l'immense artiste russe Ilya Repin, l'artiste du 19e, un peu 20e siècle, artiste réaliste extraordinaire, qui a été d'ailleurs l'objet d'une rétrospective à Paris il y a quelques années, qui a eu un succès démentiel, on ne s'y attendait pas, et c'est un artiste fabuleux, et je citerai un tableau de Repin, qui est ce grand tableau très connu, qui est la réponse des Cosaques zaporogues au sultan, où ils sont tous en train de s'esclaffer, de rire, parce qu'ils lui font une lettre d'insulte, au moment où ils ont reçu une sollicitation de sa part pour se rendre lors d'une bataille. Et il n'est tellement pas question qu'ils se rendent, qu'ils imaginent toutes les injures qu'ils peuvent lui envoyer, en expliquant évidemment qu'ils vont continuer à se battre. En France, on parle d'une introduction dans l'histoire de l'art dans le cadre des cours de lycée. En Roumanie, on ne parle pas de ça, malheureusement. Quelle serait, à votre avis, une manière efficace de le faire? Vous savez, mon livre « Les yeux de Mona », c'est un contournement de l'école. Le grand-père vient voir les œuvres d'art avec sa petite fille le mercredi, de façon un peu transgressive, à la fois par rapport à l'autorité des parents et à l'autorité de l'école. Donc, ce n'est pas un livre qui serait un plaidoyer pour l'instruction de l'histoire de l'art à l'école. Et je préfère le préciser parce que souvent on pense que c'est mon avis sur la question. Alors, je ne suis évidemment pas hostile à cette idée. J'ai évidemment été heureux d'entendre le président de la République faire cette annonce, mais sans vouloir faire une polémique politique ici sur ce qui se passe en France, je me méfie toujours un peu des annonces. Tout dépend des conditions d'application de ce que l'on fait. Et les élèves, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, ont déjà des emplois du temps qui sont très lourds.
et ont parfois du mal à acquérir les fondamentaux. Donc, si on introduit l'histoire de l'art, il faut qu'on m'explique à la place de quoi on le fait, sur quelle plage temporaire, avec quel professeur, etc., etc. Et pour le moment, ceci n'est pas dit. Donc, pardonnez ma prudence, mais là-dessus, je préfère pour le moment suspendre un petit peu mon jugement. Le livre a été pour vous aussi une occasion de revisiter ces œuvres sur place. Oui. Oui, c'est vrai, je suis évidemment allé voir les œuvres pour les regarder en face, si je puis dire. Petite anecdote à ce sujet, il y a des œuvres dans le livre qui, au moment du début de l'écriture, n'étaient pas encore présentes dans les musées. Par exemple, L'élève intéressante de Marguerite Gérard, qui est une acquisition du Louvre de 2019. Et donc, c'est au moment de la rédaction de l'ouvrage que j'ai vu surgir ce tableau, dont je me suis dit, il est tellement extraordinaire qu'il faut absolument qu'il soit dedans. Et du coup, j'ai éliminé un chapitre que j'avais déjà écrit pour le remplacer par ce tableau, L'élève intéressante de Marguerite Gérard. Superbe toile. Vous avez probablement vu la majorité de ces œuvres, je ne sais pas, d'innombrables fois. Comment vous sentez que votre regard change dans la relation avec ces œuvres et aussi dans le temps? Vous savez, d'abord, moi, je n'ai pas le sentiment d'une usure. J'ai l'impression que plus je connais une œuvre, plus le fait d'aller la voir me comble de bonheur. Parce qu'évidemment, plus vous la connaissez, plus vous pouvez aller chercher ce que vous ne connaissez pas. On n'est pas noyé par ce que l'on ne connaît pas. Ce que l'on ne connaît pas de l'œuvre jaillit et donne de la motivation, de la stimulation pour essayer d'encore mieux la comprendre. Et puis l'autre chose, c'est que les œuvres évoluent elles-mêmes un tout petit peu. Ça peut être un encadrement, une vitre, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est que les conditions d'accrochage changent régulièrement. Une œuvre va être accrochée par exemple à côté d'une autre œuvre, dans une autre salle, avec un autre éclairage. Et ça enrichit considérablement la lecture. J'adore aller revoir une œuvre dans une autre condition d'exposition, de monstration. On a parlé des musées. Le livre peut fonctionner aussi comme un musée idéal. Oui, c'est vrai. En fait, le petit musée de Mona et d'Henri, c'est une espèce de musée idéal, vous avez raison, subjectif bien sûr, mais dans lequel on va trouver une sorte de cohérence interne. On va aussi avoir, je crois, une bonne alternance entre ce qui est très iconique, du type les grands artistes, Picasso, Frida Kahlo, Rembrandt, etc., et des choses beaucoup moins connues. Julia Margaret Cameron, Anna Hush, Anna Eva Bergman, et même des choses peu connues d'artistes très connus, l'Asperge de Manet par exemple. Maintenant, c'est aussi une invitation à se faire soi-même son musée idéal et à surtout pousser d'autres portes que celles du Louvre d'Orsay et de Beaubourg, aller voir tous les musées du monde, dans tous les endroits du monde, tous les patrimoines du monde qui nous entourent et à s'approprier cette richesse infinie qu'est le génie de la création humaine. Est-ce que vous avez un musée préféré dans le monde? Oui, bien sûr, il y a des musées que j'adore. Je pourrais en citer un en particulier, c'est difficile. Mais d'abord, à Paris, pour vous dire mon coup de cœur parisien, c'est le musée d'Orsay. Bon, petit musée parisien que j'adore, le musée Bourdelle. Et parmi les musées dans lesquels, à chaque fois, j'ai un très très grand plaisir, il y a la maison de Rembrandt à Amsterdam, qui d'ailleurs est évoquée dans le livre. Et je vais vous dire pourquoi, c'est que c'est un endroit qui est à la fois un musée et une maison. Et ça, c'est vraiment très très émouvant. Et pour citer quand même un endroit un peu plus curieux, j'adore le musée d'histoire naturelle qui est à la faculté de médecine de Naples, tout au bout de la faculté, vraiment dans un endroit un peu perdu, un peu poussiéreux, il n'y a personne, et où on trouve d'innombrables objets anatomiques un peu effrayants, et j'adore. Quand vous êtes parti dans ce voyage qui s'appelle Les yeux de mon âme, votre envie était de faire un roman sur l'histoire de l'art ou l'histoire de l'art présentée comme un roman?
mon envie était de parler d'une petite fille idéale. C'était ça mon envie. Mon envie était de faire un roman d'initiation, un roman de formation. Donc un genre en réalité assez classique. Je sais que l'objet tel qu'il est aujourd'hui est un objet un peu inclassable, j'en ai conscience. Mais quand je commence le livre, j'ai une chose assez banale en tête qui est le roman d'initiation d'une petite fille. Et ce qui lui arrive, c'est qu'elle est menacée de devenir aveugle, donc son grand-père va lui apprendre la beauté, et par la beauté va lui apprendre la vie à travers 52 tableaux, 52 œuvres, de façon accélérée. Mais c'est vraiment un roman d'initiation. Et au fur et à mesure, ce qui s'est imposé, qui était d'ailleurs en fait présent très très vite, c'est l'idée que ce serait une initiation à la vie par l'histoire de l'art, mais pas vraiment un roman de l'histoire de l'art, vraiment une initiation à la vie par l'histoire de l'art. Vous savez, il y a une boutade qui dit et qui explique le caractère magnétique de certains portraits par le fait que ces personnages semblent nous regarder n'importe quelle part de la salle nous nous plaçons. Si on accepte que les tableaux nous regardent elles-mêmes, qu'est-ce qu'ils voient? C'est une question géniale. C'est une très très bonne question. Je pense que le tableau voit de l'amour. Pourquoi est-ce qu'il voit de l'amour? Parce que moi, fondamentalement, je crois que regarder est un acte d'amour. Vous savez, on vit une période où il y a une grande culpabilisation du regard, pour plein de raisons. Plein de raisons, et y compris des bonnes raisons. Mais on est entré dans une ère de le regard est devenu suspect. Tous les regards sont devenus suspects. Il y a quasiment une forme de paranoïa qui s'installe, c'est-à-dire que les regards organiques ou mécaniques sont tous suspects. Bien. Et je pense que... C'est d'ailleurs, à un moment donné dans le livre, Mona est devant le Pierrot de Watteau et elle demande à son grand-père comment est-ce qu'elle peut lui dire qu'elle l'aime, à ce personnage un peu triste du XVIIIe siècle, œuvre merveilleuse de Watteau. Et son grand-père lui répond en le regardant comme tu le fais. Et donc, j'ose imaginer que si le Pierrot de Watteau, et même si les brins d'herbe de Watteau regardaient Mona à ce moment-là, il verrait de l'amour. Merci beaucoup. Este cel mai bine vândut artist român contemporan, depășind de curând pragul de 2 milioane de euro pentru o lucrare achiziționată prin licitație la Londra. Adrian Ghenie, căci despre el este vorba, expune în această perioadă la prestigiosul muzeu Albertina din Viena. Expoziția se intitulează Shadow Pictures și resuscitează lucrări pierdute ale unui alt artist intrigant, de data aceasta al modernității începutului de secol 20, Egon Schiele. Adrian Ghenie a oferit un interviu în exclusivitate pentru TVR Cultural. În ce fel Egon Schiele este astăzi o referință pentru dumneavoastră? Limbajul corporal în lucrările lui Egon Schiele au ceva aval la letră din limbajul corporal pe care îl avem noi astăzi pe internet în fața camerei, inclusiv de la felul cum ne comportăm în fața unui webcam, până cum ne comportăm în fața unui telefon, când ne facem poză de oglindă în baie. Deci e un soi de tip de exhibiționism care generează un body language foarte specific secolului 20 sau început secolul 21 în relație cu social media, pe care ăsta era sentimentul meu că Egon Schiele l-a anticipat cu 100 de ani. Inclusiv în timp... Asta mi se pare că e modernitatea lui. De-aia nu cred că... Adică eu știu de la lume care nu era familiarizată cu Egon Schiele când
mergeau în muzee, ziceau, băi, am găsit, am văzut pictura aia și dintr-o dată am o senzație că e ceva foarte familiar acolo. Chestia probabil nu ai cu Klimt sau cu alții din generația asta, dar atunci am dat seama că e ceva ce noi astăzi suntem, cum să zic, în mijlocul acelei chestii pe care Egon Schiele o avea deja în lucrările lui. În timpul conferinței de presă ați subliniat faptul că dacă ar fi fost să luminați altfel lucrările, pentru ca ele să fie vizibile într-un anumit fel pe internet, pe social media, ați fi făcut-o altfel. La ce v-ați gândit de fapt? Nu, am spus, dacă ar fi să am o alegere, ai iluminat-o într-un fel, ai făcut poze la lucrări și lucrările nu arată suficient de bine pe aparatul pe telefon, aș modifica un pic lumina, adică aș sacrifica un pic expoziția ca ele să arate. Da, sacrifica un pic, pentru că asta mi se pare că e un monstru de ăsta care e mai puternic decât expoziția în sine. Resuscitați aceste lucrări dispărute ale lui Egon Schiele și atunci întrebarea este, e mai mult artă, este mai mult memorie sau este mai mult detectivistică? Detectivistică nu e deloc. Memorie foarte puțin. N-am stat să... Am dormit cu biografia lui Schiele sub perna. Iartă. Schiele a fost o victimă la momentul lui, o victimă a istoriei, o victimă a vicisitudinilor acelor perioade, este o victimă inclusiv a gripei spaniole. Figura lui poate fi văzută astăzi inclusiv în această paradigmă a relației omului cu boala, cu slăbiciunea, cu vulnerabilitatea. Ați încercat să induceți vreuna dintre aceste idei inclusiv în lucrările dumneavoastră? Pentru mine e un om tânăr, adică nu-l văd ca un tibolin pe patul de spital, nu m-am gândit. Există o sexualitate latentă și adesea mai puțin latentă în lucrările lui Schiele. Probabil este unul dintre cele mai cunoscute atribute ale operei lui. În ce fel reverberează acest atribut în lucrările dumneavoastră? Păi, în primul rând, sexualitatea, de asta vorbesc, sexualitatea asta care apare la Schiele este deja o vezi astăzi pe net. Schiele își face autoportretul și într-un fel de se bâție în fața oglinzii. Dacă tu pui azi un om gol pușcă în fața unei camere, într-o cameră, vezi chestiile astea pe videochat, încep să aibă mișcări de aproape, se schimonosesc. Există o schimonosire de asta lui Schiele care eu o găsesc cel puțin astăzi prezentă în tipul ăsta de corp care apare pe net, mai ales în zona asta ce ține de partea erotică a internetului. Asta mi s-a părut mie că e partea care va face pe Schiele cel puțin ultracontemporan pentru următorul secol. Sunteți din nou în centrul atenției presei din România și nu numai, cu un nou record de vânzare, fapt care vă pune din nou în poziția celui mai bine vândut artist român contemporan. E o etichetă pe care o aveți nu de ieri de astăzi. Reprezintă ea vreun soi de presiune sau de factor care să vă afecteze viziunea artistică? Nici nu pot să spun că trăiesc total independent de povestea asta cu marketing, dar nici nu e o chestie la care mă gândesc obsesiv, adică nu obsesiv, chiar nu, dar mă ciocnește, mă lovește din când chestia asta. Nu mi se pare că e neapărat un compliment să tot eticheta asta că și mai bine vândut. De-abia aștept să apară și alți la fel de bine vânduți. Rămânem în actualitatea artelor, pentru că în același timp cu expoziția Adrian Ghenie de la Muzeul Albertina, Viena cea imperială pune în scenă cea mai importantă expoziție Rembrandt din istoria venerabilă a Kunsthistorisches Museum. Așadar, până în data de 12 ianuarie 2025, un număr impresionant de capodopere ale marelui maestru olandez al secolului al XVII-lea sunt adunate în spațiile expoziționale
ale templului artelor vienez. Lucrările lui Rembrandt sunt puse în dialog cu cele ale unuia dintre cei mai talentați elevi ai acestuia, Samuel von Hoogstraten, sub titlul Rembrandt Hoogstraten, culoare și iluzie. Asta pentru că una dintre direcțiile de bază ale expoziției investigează gustul ambilor artiști pentru iluzie, pentru farsă, pentru dramaturgie, pentru renghi jucat privitorului. Doamnelor, domnilor, ediția limitată de astăzi se închide aici. Sunt Marius Constantinescu, trăiți nelimitat!